Vous avez forcément déjà eu la question, ou en tout cas une variante, l'entreprise bidule veut une application, quelle est la meilleure techno pour faire ça? Avec une question aussi vague, nous savons tous qu'il faut creuser pour en savoir un petit peu plus. Mais même avec plus d'informations, nous savons qu'il n'y a pas une réponse universelle. Et une question que l'on se pose encore même plus rarement, c'est ce choix technologique est-il encore d'actualité un an après? Mais alors, à quel moment un choix de techno devient obsolète? Quand atteint-on les limites du no-code? Et surtout, est-ce l'outil ou le dev qui atteint ses limites? Pour répondre à ces questions sans fin, je ne reçois pas Puxaton et Phil, mais il s'y connaît. En répétition, Vincent, bonjour. Bonjour à tous. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Vincent, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, tout à fait. Donc, je suis Vincent, j'ai 30 ans, je suis le cofondateur de Nopli. Nopli, c'est une startup qui a un peu plus de 6 mois, qui permet aux marques de lancer de manière simple et rentable une offre de seconde main directement sur leur site. Voilà, avant ça, j'ai un background plutôt ingé, où je suis passé par une startup dans laquelle j'ai occupé des fonctions produits depuis les rôles de product manager jusqu'à la gestion de l'équipe. Voilà, donc je suis ravi d'être avec toi et avec vous tous aujourd'hui pour parler de no-code, parce que c'est des sujets qui m'ont toujours un peu travaillé, autour desquels j'ai beaucoup gravité en side project, par plaisir, même dans mon boulot, et qui aujourd'hui a pris une place prépondérante dans le lancement de Nopli. Donc voilà, ravi de discuter de tout ça. Donc du coup, aujourd'hui, Nopli, vous avez créé une solution qui est entièrement en no-code, low-code, c'est ça? Tu as une stack, tu peux nous en parler peut-être très rapidement? Ouais, tout à fait. Donc peut-être pour recontextualiser, on crée un mini Vinted donc sur le site des marques, sur lequel des acheteurs et des vendeurs vont pouvoir vendre des produits et acheter des produits de seconde main. C'est une solution qu'on a lancée en octobre, en 15 jours, intégralement en no-code. L'idée, c'était donc on avait cette idée qui nous plaisait bien. Ni mon associé Max, ni moi-même n'étions développeurs. On avait vraiment cette approche lean startup, tester vite, itérer, etc. Et donc, on a lancé ce produit-là en 15 jours pour parler de techno, avec du Shopify en front, qu'on a un peu twisté pour permettre non seulement d'acheter, mais également de vendre, avec en back du Airtable qui faisait un peu qui fait d'ailleurs toujours le rôle de base de données, et entre les deux Make qui va faire toutes les connexions pour envoyer des étiquettes de transport, pour gérer la facturation, pour gérer l'envoi d'emails, etc. Donc voilà, on a lancé ça en 15 jours. Au début, dès qu'il y avait une commande qui tombait, c'était ultra manuel, et progressivement, quand on a vu que le produit plaisait, qu'on cochait pas mal de cases sur les hypothèses qu'on avait en tête, on a passé du temps à industrialiser. Donc on est aujourd'hui toujours en no-code, mais là où ça nous prenait peut-être 1 heure de gérer une commande, aujourd'hui on est sous le seuil d'1 minute. Voilà, et donc on continue à comprendre jusqu'où on va pouvoir aller. Je pense qu'on va en reparler aujourd'hui, mais voilà. Ce qui est intéressant quand même avec ce que tu évoques, c'est que alors, déjà 15 jours pour mettre en ligne un produit pareil en étant absolument pas tech, déjà même en étant tech, c'est quand même assez ouf. Ça répond du coup à un commentaire, alors un peu troll, qui vient d'y avoir sur le live TikTok, avec quelqu'un qui disait « Quand arrêter le no-code, il ne faut jamais en faire ». Mais ça, c'est encore le no-code qui a cette image auprès de certains devs. Mine de rien, on voit qu'en 15 jours, vous avez réussi à monter un produit quand même assez fat. Tu nous as parlé du coup toute la partie mise en ligne de produits, gestion d'étiquettes, livraison, suivi de livraison et compagnie. Alors, je crois que c'est MLK qui a dit ça sur le chat sur TikTok. Moi, j'ai envie de dire, je te mets au défi en 15 jours de créer un service pareil, même avec un framework bien foutu sur la techno de ton choix. 15 jours, c'est assez ouf quand même pour un truc pareil. Ouais, complètement.
je pense que ça a été, malgré nous, une grosse force, c'est qu'on ne sache pas coder. Donc quand on ne sait pas coder, il faut être inventif pour lancer des trucs. Donc on s'est creusé les méninges pour essayer d'assembler ensemble plein de petites briques qui font qu'à la fin ça marche. Et je pense qu'aussi dans cette approche no-code, etc., il y a vraiment ce truc du mindset de j'ai pas envie de rentrer dans un tunnel de 1 an et demi à développer un produit avec une probabilité de 90% que le produit que je vais dev, il ne réponde pas aux besoins de mes utilisateurs, ou en tout cas pas complètement aux besoins de mes utilisateurs. Et donc je trouve que les portes que ça ouvre, c'est être capable de tester des trucs hyper vite, quitte à ce qu'en back derrière, il y a plein de trucs qui soient manuels. Et donc au début, nous, pour caricaturer, quand les gens cliquaient sur des boutons, il y avait un speeder qui tournait et nous on recevait des Slack pour faire les actions manuelles. Donc voilà, ça permet de faire ça. Oui, parce que du coup, c'est vrai que ce côté-là de ce qu'on appelle le MVP ou un POC, c'est un moyen effectivement de tester un marché. Ouais. J'avais une question en fait sur le. Donc ça fait quoi? Ça fait un peu moins d'1 an que vous êtes lancé, un peu plus de 6 mois. Ça fait 6 mois. On a fêté nos 6 mois récemment. Ouais. Est-ce que le fait de partir sur du no-code, est-ce que c'était un moyen de pallier à l'absence d'expertise de dev dans votre team de cofondateurs, ou est-ce qu'il y avait une vraie volonté de se dire de toute façon on va pas faire de dev, on fait pas de dev au début parce que le but c'est vraiment d'aller vite et de tester quelque chose, ou est-ce qu'il y avait une stratégie de se dire en fait tu vois, est-ce que vous vous êtes mis une timeline en mode on fera pas de dev les X premiers mois parce que on... Ouais, c'est une super question. Si je la reformule pour être sûr que je la comprends également, c'est est-ce que si j'avais su développer, on aurait fait différemment? Alors oui, il y a de ça. Ouais. Oui, il y a de ça. Mais il y a, oui. Et puis non, puis il y a aussi ce côté. Est-ce que c'était est-ce que c'était pour pallier à l'absence de ces compétences-là en interne, ou c'était un choix stratégique de se dire non, on fait un truc bricolé pour essayer de tester? Clairement la réponse 2. Ouais. Clairement la réponse 2. Même si j'avais su coder, je pense qu'on serait resté sur ces solutions parce que comme tu le disais, de mon point de vue en tout cas, c'est difficile de lancer un produit à peu près abouti en 15 jours en codant, et donc ça nous offrait la possibilité de tester à une vitesse incroyable. Et d'ailleurs on discute avec pas mal de startups qui sont sur nos stades de développement, etc. Et on voit parfois ce phénomène d'équipe fondatrice où il y a un CTO à bord et où parfois, malgré eux, ils tombent un peu dans ce truc de comme on a un CTO, on va coder, alors qu'en fait, on peut peut-être tester en 15 jours, en 3 semaines, en 1 mois. Voilà. Et ensuite, pour compléter, on avait vraiment en tête, au début, on avait en tête de se dire ça va permettre de faire un MVP et on va pouvoir tenir peut-être nos 3 premiers, 4 premiers, 5 premiers clients avant de basculer. Et en fait, chaque jour, on se rend compte que le produit, on peut le pousser de plus en plus loin. Voilà, aujourd'hui, on a une dizaine de clients qui sont signés et on a le sentiment qu'on est à 30% du potentiel. Et c'est marrant cette ambivalence du coup de se dire que des startups que tu vois à côté de toi avec des CTO, du coup, on se dit que ce CTO, de par son expertise technique, a une capacité à répondre à des problèmes de manière plus précise, plus juste, plus efficace, et du coup aussi des problématiques plus lourdes. Et en fait, ça rajoute de la complexité d'avoir un CTO au final. Ouais, après, je pense que ça dépend vachement des boîtes. Sur des boîtes hyper deep tech, avec de la R&D, la question ne se pose pas. Ouais, c'est pour ça que je pense que sur tous ces sujets de no-code, il y a vraiment, j'insiste dessus parce que pour moi c'est majeur, il y a vraiment ce sujet du mindset de tester ultra vite et c'est pour ça que je l'oppose pas du tout au dev et que je pense qu'un développeur demain il doit être capable de jongler entre ces deux mondes-là, le monde du no-code pour tester des idées, mettre en place hyper facilement, itérer, etc. et le monde du dev plus traditionnel. Ouais. Et sur le... Parce que dans ce que tu décris quand même sur l'ensemble des services que vous faites tourner ensemble, tu m'as quand même fait une liste non négligeable de choses qui se connectent. J'ai une expérience aussi du no-code, je suis aussi dev. Moi, je vois quand même un ensemble de complexité. Parce que du coup, quand tu me racontais ton parcours, quand on préparait cet épisode, donc toi, tu as eu un rôle de PM à différents niveaux dans des équipes du coup assez tech.
Est-ce que tu penses que ce bagage-là t'a aidé à appréhender un ensemble de problématiques que tu as rencontrées du coup sur ces sujets no-code, où tu étais vraiment en mode total noob quand tu es arrivé? Ouais, sans hésitation, je pense pas que j'aurais été capable de faire ce qu'on a fait, tu vois, je te dis des trucs hyper concrètement, mais de générer des étiquettes transport, de créer des factures automatiquement, etc. Si j'avais pas eu ce bagage technique-là et cette appétence un peu tech, tu vois, donc quand tu occupes des postes de PM sans être ultra tech, tu comprends ce que c'est une API, tu sais lire de la documentation technique, etc. Et sans ce bagage-là, j'en aurais pas été capable. Et d'ailleurs, le podcast que tu m'as fait écouter sur Allegria, c'est vraiment, je trouve que ça répond vachement bien à ce besoin-là pour ces gens qui n'ont pas ce bagage technique, d'être capable de se former à ces outils no-code. Et d'ailleurs, de mémoire, dans ce qu'il raconte dans l'épisode, dans ce que Thomas raconte dans l'épisode, les premières semaines de la formation sont justement, c'est un peu un tronc commun sur les basiques du dev. Donc ça, voilà, ça fait vachement écho à ce que j'ai vécu. Ouais. Donc du coup, toi, tu as découvert ces technos-là, enfin, t'es tombé dedans par nécessité, on va dire. Ouais. Votre activité forcément a grandi au travers de ces différents mois. Complètement. Il y a un chiffre que tu m'as partagé, moi que j'ai trouvé absolument hallucinant, c'est que 100% des produits que vous mettez en ligne sont vendus à un moment, ce qui est quand même, pour un site de e-commerce, c'est quand même assez ouf comme stat. Alors j'entends que vous avez un business model qui est spécifique. Ouais. Ma question, elle est sur... tu as forcément rencontré enfin, pas des obstacles, mais des difficultés sur toutes ces solutions de code que tu as implémentées, avec un cas particulier qui te fait planter un scénario, un bug, un machin, tu vois, l'espèce de truc où tu te dis, attends, zut, merde, là, ça marche pas. Ouais. Ça a été quoi pour toi ta première grosse difficulté, et comment est-ce que tu fais pour les surpasser les unes après les autres? Ouais. Peut-être juste pour revenir sur ce chiffre du 100% et recontextualiser, c'est que le marché de la seconde main est aujourd'hui ultra pénurique en vendeurs, parce que l'expérience est quand même aujourd'hui plus complexe pour le vendeur que pour l'acheteur. C'est plus embêtant de prendre des photos, de mettre en ligne son produit, de trucs. Donc quand on dit qu'on vend 100%, c'est bien entendu caricatural, mais c'est de se dire que à partir du moment où un produit est mis en ligne, habituellement il est vendu extrêmement vite, et donc tout l'enjeu sur la seconde main, c'est de trouver des vendeurs. Et d'ailleurs on le voit bien dans les pubs qu'on voit dans le métro, à la télé, etc. Toutes les pubs sont orientées sur le vendeur et pas sur l'acheteur. Ensuite, pour te répondre donc sur la complexité croissante à la fois du nombre de tâches qu'on a faites, parce qu'on a commencé hyper manuellement. Donc au début, c'est moi qui créais les factures sur Google Doc, c'est moi qui générais les étiquettes de transport sur Colissimo, etc. Donc il y a une complexité croissante en automatisant de plus en plus de tâches, et avec en parallèle une augmentation du volume d'activité. Peut-être que le plus dur, enfin en tout cas ce qui va être aujourd'hui le plus gros challenge, c'est la maintenabilité. La maintenabilité de l'ensemble, en fait. Tu vois, tu l'évoquais, mais j'ai pas du tout un parcours de dev, donc toutes ces bonnes pratiques sur les conventions de nommage, sur commenter son code, voilà, c'est des bonnes pratiques que j'ai pas, d'autant que je l'évoquais, on pensait vraiment pas qu'on allait pouvoir pousser ce truc aussi loin, donc je me suis malheureusement pas encombré au début de me dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, parce que je pensais pas pouvoir le pousser aussi loin. Donc voilà, donc toute la complexité, ça va être la maintenabilité de cette solution. Et d'ailleurs, on en avait discuté ensemble. Mais toi, par exemple, un des tips que tu m'avais donné, c'est fais gaffe sur Make. Dès que tu as plus de 25-30 modules, ça devient la guerre des étoiles. Donc voilà, j'ai commencé ce travail de refacto. Donc voilà, ça c'est un gros challenge. Ouais. Et après, pour moi, le second challenge, c'est comment... mais qui viendra peut-être un peu plus tard, c'est comment on va être capable de migrer progressivement de ces solutions-là à des trucs qui sont plus robustes, qui vont permettre, par exemple, de faire de l'authentification de manière plus propre qu'aujourd'hui, etc., etc. Donc, en fait, depuis le début, tu es en mode vraiment de solution temporaire. Tu vois, ce que tu nous as dit à l'instant, ce côté, tu pensais pas l'amener aussi loin. Ouais. Donc, pour toi, il y a ce côté très test and learn avant de se passer sur un produit entre guillemets en dur, quoi. Ouais, exactement. C'était donc cette approche test and learn, on l'a toujours, et il faut qu'on la conserve. Et d'ailleurs, je pense que c'est, tu vois, ça doit,
nous, c'est quelque chose que j'ai envie de porter dans nos valeurs de boîte, etc., de réussir à garder cette agilité-là. Et de quoi on parlait. Et ensuite, de se dire sur cette solution temporaire, je pensais pas qu'on allait pouvoir pousser le truc aussi loin, mais en fait, tu te rends compte que vraiment, ça, tu peux aller très loin. Ouais. Et est-ce que vous vous étiez fixé ça peut être une timeline ou un seuil ou un palier à partir duquel vous dites quand on sera à ce moment-là ou à cet endroit-là, ouais. On passera sur un truc pérenne. Ouais, exact. Nous, on se dit aujourd'hui, tu vois, mais cette limite, on continue de la repousser tous les jours, mais aujourd'hui, on se dit si on a plus de 100 transactions par jour, tu vois, on va commencer à souffrir un peu. Donc, ça laisse quand même de la marge pour commencer à avoir une boîte qui est sympa et qui tourne déjà bien. Mais donc, du coup, tu nous dis que cette limite, vous la repoussez au fur et à mesure. Ouais. La première fois que vous avez posé une limite, alors déjà, la première fois que vous avez posé une limite, c'était quand ? Est-ce que vous avez commencé dès le début en vous disant la limite, elle sera là et c'était quoi la première limite que vous avez posée ? J'ai plus en tête qu'on se soit dit au début en posant une limite, parce que on était vraiment dans ce truc de dire bon, commençons par tester que notre idée elle est bonne et nous encombrons pas de contraintes, de réfléchir à ce que sera le produit dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, parce que déjà commençons par vérifier que ce produit répond à un besoin. Donc j'ai pas en tête qu'au début on se soit posé cette question, mais de mémoire, pour te répondre, là où aujourd'hui tu vois, je te réponds 100 commandes par jour, j'ai en tête qu'au début quand je bidouillais sur Make, sur Airtable, tu vois, je t'aurais dit probablement 20 quoi. Okay. Entre 10 et 20. Ouais. Mais tu vois, le fait que tu arrives en fait à repousser cette limite, ça montre aussi qu'à mesure que tu appréhendes l'ensemble de ces outils, ouais. Bah, tu en mesures aussi le potentiel et qu'on peut faire de plus en plus de choses. Est-ce que pour toi, ce seuil des 100 commandes par jour, c'est un seuil figé, gravé dans le marbre, tu sais que tu ne le bougeras plus, ou il y a une probabilité qu'à un moment tu te dises, tu sais quoi, je pense qu'on peut pousser à 250 ? Ouais, bah, tu l'évoquais en introduction et je souriais quand tu parlais de ça, parce que ça fait vachement écho dans ma tête, mais tu disais, est-ce que la limite, elle est technique ou elle est humaine ? Et en fait, si on met un peu l'ego de côté, je pense que la limite, elle est plus humaine que technique. Et tu vois, moi, j'ai pas toutes ces bonnes pratiques de comment on monte une appli no-code qui scale. Et malheureusement, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas des milliers et des milliers d'exemples de boîtes qui ont réussi à scaler intégralement un produit en no-code, etc. Donc je pense que la limite, elle est plus humaine que technique. Et est-ce que finalement ce 100, ça va devenir un 250 ? Peut-être. C'est quoi la proportion de ton temps aujourd'hui qui est consacré à l'évolution ou au maintien de ces solutions no-code versus l'ensemble des choses que tu as à faire quand tu crées ta boîte ? Tout le reste, malheureusement, c'est un temps qui décroît un peu parce que j'ai une double casquette, opération et produit / tech. Donc plus notre volume d'activité croît et plus les opérations prennent de l'importance. Donc pour te répondre, aujourd'hui, on doit être sur à peu près du 50-50, moitié gestion des opérations, lancement des nouvelles marques et moitié produit / tech. Ok. Ce qui est quand même... pour toi, c'est un ratio qui est... Tu as le même principe, tu t'es mis cette limite-là à 50% ou c'est un constat aujourd'hui qui te va bien ou tu vois ou... Non, c'est un constat qui me va bien. Okay. C'est un constat qui me va bien. De toute façon, il y a un moment où, en tout cas, on peut le souhaiter, où quand la part d'opération devient trop importante, ça veut aussi dire qu'on a un volume d'activité qui croît et que donc potentiellement ces fonctions-là, ce sera plus moi demain, mais ce sera quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Attends, j'ai oublié ma question. J'avais une question sur... c'est quoi aujourd'hui ton plus gros pain point, ta plus grosse difficulté sur le maintien ou sur toutes ces solutions no-code ? Ouais. Ce que je trouve ultra... Mais encore une fois, j'ai pas forcément l'expertise, mais ce que je trouve difficile aujourd'hui, c'est toute la logique de versionning, de feature flag, de A/B testing, tu vois, qu'on retrouve
en tout cas que moi je retrouvais avec mes équipes produits, avec les devs, etc. sur des orgs un peu plus structurés, et que là moi j'ai beaucoup de mal à faire. Tu vois, je te dis n'importe quoi, mais j'ai envie de faire évoluer mon scénario make parce que la facture, je veux pas qu'elle soit bleue, mais je veux qu'elle soit rouge. J'ai pas cette capacité de faire du versionning, de faire des branches, de tester sur 5% de mon flux, ou en tout cas si j'en ai la possibilité, je sais pas le faire. Et aujourd'hui c'est une contrainte qui est importante parce que quand ton volume d'activité croît, tu peux pas te permettre de mettre à risque ta stack qui est en prod pendant 2 heures, 3 heures. Et donc je trouve qu'en fait ça rigidifie vachement. Justement, en fait, on perd en agilité malheureusement au fil du temps parce que on flippe vachement de faire des bêtises en prod, alors qu'au début quand tu as 2 commandes par jour, bon ben ça plante, ta commande tu la traites à la mano et c'est pas bien grave. C'est intéressant comme point, parce que d'autant plus que tu es encore dans une phase où tu as besoin de tester beaucoup de choses pour voir un peu la maturité de ton produit. Et donc ça te freine dans ta capacité à tester des choses au final. Ouais, après j'ai le sentiment que ce pain point là, je serais curieux d'avoir ton avis, mais ce pain point là il est identifié et on commence à avoir des acteurs qui parlent de versionning. Il me semble que j'ai vu, je veux dire une lannerie, mais je crois que c'est Bubble qui commence à proposer du versionning, etc. Donc je pense que... Et la notion de branche d'ailleurs aussi sur Bubble. Ouais. Donc à mesure que ces produits gagnent en maturité, ils vont intégrer ces trucs là. Et là où le no-code s'était vu comme un truc pour faire du MVP pendant 3 mois avant de basculer, j'ai l'impression que tu vois, toutes ces solutions elles veulent aussi gagner en LTV. Les clients elles en ont peut-être marre de les perdre au bout de 3 mois, et donc elles ont un enjeu à résoudre ce problème de versionning. Pour ceux qui ne l'auraient pas, LTV c'est Lifetime Value, pour que les gens restent effectivement longtemps sur le service. Est-ce que tu vois, t'as pas... je reviens sur cette notion de limite que tu fais évoluer à mesure que... parce que c'est quand même des outils effectivement qui ont quand même beaucoup de capacités. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Non. Le biais des coûts irrécupérables, en fait, c'est de te dire j'ai déjà dépensé tant sur ce truc-là. J'ai déjà trop dépensé, il faut que je continue, tu vois, il faut que j'aille jusqu'au bout du projet. Alors qu'en fait, non, tu as dépensé tant, c'est peut-être le moment de cutter, quoi. Sur cette même logique-là, en fait, tu vois, est-ce que tu n'as pas ce risque-là de te dire, ça fait 3 mois qu'on a construit un truc, ça fait 8 mois, 9 mois, 10 mois, 12 mois qu'on a construit un truc, on peut le tirer encore un peu, on peut tirer de la renta, on peut y aller, on pousse jusqu'à 250. Tu vois, est-ce que tu n'as pas ce risque-là, en fait, de trop tirer sur ce produit-là, là où tu aurais peut-être dû passer plus tôt sur une solution propre? Ouais, c'est un risque. C'est le risque aussi qu'à un moment ça explose en vol. Moi aujourd'hui, pour moi, ce risque il est bien plus faible que tout ce que ça apporte, parce qu'on a encore le sentiment que notre produit il évolue vachement. Tu vois, et donc moi, si j'ai besoin de changer mon data model, de changer un module, machin, j'ai une agilité de dingue pour le faire sur Airtable. Je fais clic droit, insérer une colonne, j'ajoute ma colonne, c'est terminé. Et donc j'ai le sentiment que tant que notre produit n'est pas figé, ça me permet de faire évoluer mes specs à une vitesse de malade. Et le jour où tu passes en prod ou en dev classique, en fait, mon make, mon Airtable, c'est mes specs. Ouais. Et ça, c'est génial, tu vois, parce que je pense que n'importe quel dev, il est capable de lire mon make ou de lire mon Airtable et de capter toute la logique métier qui est derrière, sans que j'ai besoin de faire des centaines de pages de specs qui sont plus complexes, qui sont moins digestes, etc. Et donc ça, je trouve que c'est une opportunité qui est assez dingue, en fait. Ouais. Tu serais assez surpris. Tu sais, moi, j'ai mis certains de mes scénarios mecs entre les mains de dev. Et en fait, ils avaient quand même besoin que je sois là pour leur détailler le truc, en fait. Donc, tu avais quand même besoin d'avoir une spec à côté plus traditionnelle, quoi. Sûrement qu'il faut les deux, mais ça permet quand même de comprendre au moins la logique métier qui est derrière. Et en même temps, est-ce que parce que en fait, aujourd'hui, toi, quand tu développes ton produit, ton offre de service, que tu vas avoir des clients, en fait, tu as forcément des clients un peu spécifiques qui vont te faire des demandes forcément spécifiques, on les connaît tous. Oui. Toi, forcément, tu réponds à ton client en fonction de ce que tu te vois capable de faire aujourd'hui avec Mac. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le produit que tu as aujourd'hui, il est aussi un peu façonné par les capacités de la stack techno que vous avez choisie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et du coup, la question c'est, est-ce
est-ce que tu n'as pas le risque en fait de reproduire toutes ces limitations le jour où tu vas passer sur un environnement code, alors qu'en fait, dans un environnement code plus traditionnel, tu n'aurais pas ces contraintes-là, et du coup, tu aurais pu faire les choses différemment, et du coup, construire une offre différente. Donc, tu vois, vraiment un shift, pas forcément drastique, mais en tout cas non négligeable de la strate de la boîte. Ouais, c'est ultra intéressant ce que tu évoques, et je pense que ça rejoint énormément ces sujets de mindset. Nous, en tout cas, j'ai essayé de lutter à fond contre ces biais-là, à la fois d'être capable de tester très vite, d'itérer, de tout péter, de recommencer, etc. Et à la fois, vraiment ce truc un peu, on connaît l'expression, mais fake it until you make it, qui est de dire, moi, si je pense qu'il y a une fonctionnalité qu'il faut développer, parce que j'ai un client qui me la demande, parce que ça s'inscrit dans la vision de ce qu'on veut faire, il ne doit pas y avoir dans l'équation de sujet de est-ce qu'on sait le faire ou est-ce qu'on ne sait pas le faire. Ça ne peut pas rentrer dans l'équation parce qu'en effet, ça veut dire que tu viens brider ton produit et tu as un risque en effet de tordre ta solution juste parce que tu es contraint techniquement. Et donc, de mon point de vue, le produit que tu vends ne doit pas être au service de la tech, c'est l'inverse. Donc, il faut... mais en fait, je me rends compte que, honnêtement, il y a quand même peu de trucs qu'on ne peut pas faire, quitte à le faker, à le faire manuellement. Mais le champ des possibles est ultra large. Ouais. Est-ce que tu aurais une vague idée, ou peut-être même une idée précise, du nombre de services différents que tu connectes aujourd'hui grâce à Mec derrière tout ça? Ouais, alors une idée précise, non, une vague idée. Si je te les liste un peu comme ça, donc il y a toute la partie gestion des annonces, il y a tout le stockage des images, il y a le flux d'expédition, il y a le transport, il y a la facturation, il y a le paiement. Parce que, a priori, tout ça, on pourrait se dire que chaque truc, c'est un service en particulier. Mais je me dis que, donc dans ce que tu décris, tu as une connexion, j'imagine, avec un La Poste ou le Chronopost ou un logisticien comme ça. Donc tu as ton Shopify pour gérer toute la partie vente, un Airtable qui gère une partie des données. Exactement. Paiement, tu dois passer par un Stripe, peut-être. Tout juste. Qu'est-ce que tu nous as dit d'autre? Mise en ligne des produits, Typeform. Ouais, ok. Tu dois avoir, du coup, j'imagine aussi un Google Drive ou quelque chose pour créer des documents type facture, genre de choses. Pour la partie du stockage des images, tu dois peut-être avoir un S3 ou un truc de stockage d'images. Tu vois, donc, en fait, tu vois, moi, c'est ce que je constate, en fait, sur tu vois, tu as peut-être des trucs qui t'aident à retailler les images, à les recadrer et compagnie. En fait, moi, un jour, j'ai fait donc, en fait, j'essaie de recadrer, le truc. Je suis en train de préparer une intervention sur une émission qui s'appelle Déclic, où on va parler de no-code. D'accord. On m'a demandé de décrire un peu tout ce que je fais sur le podcast. Du coup, j'ai commencé à lister en fait les trucs. Et en fait, j'ai réalisé que c'est tellement facile, le no-code, c'est tellement rapide de mettre des choses en place, qu'en fait, le nombre de services que j'ai connectés qui peut-être ne vont être utilisés qu'une fois, tu vois, mais le nombre de trucs qui sont connectés... tu vois, dans le dev, on parle souvent de legacy, de dette technique et compagnie. Moi, ce que je réalise aussi sur cet aspect-là, c'est qu'il y a même des services que je paye, parce que ça coûte de l'argent quand même, tout ça, mine de rien. Donc, c'est une dette là, qui n'est pas que technique, du coup, il y a une dette financière. Est-ce que toi, tu essayes de traquer ces trucs-là? Tu essaies de garder, j'imagine c'est le début, donc vous avez un œil assez précis sur vos finances. Mais comment tu fais pour essayer de contenir cette masse qui peut exploser, quoi? Ouais, c'est un super sujet. C'est pour ça que je te dis qu'il y a probablement 80% des bonnes pratiques du dev qu'on doit retrouver en no-code et que moi je respecte pas complètement. Et notamment, tu as tout ce sujet des dettes techniques, donc je crois que ça dépend des boîtes, mais tu vois, toutes les boîtes, en tout cas, pas mal de boîtes disent qu'il faut consacrer 20% du temps à de la dette technique, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a vachement ce truc en no-code aussi, de se dire comment je consacre 20% de mon temps à cleaner les modules qui servent à rien, les produits qui servent à rien, etc. Voilà, pour être honnête, aujourd'hui j'accumule un peu ma legacy, même si je commence à m'en préoccuper parce que ça c'est un risque qu'on porte. Et donc, du coup, sur tout le temps que tu passes aujourd'hui à améliorer ce produit et cette ergonomie,
Je relance en fait sur une question qui a été posée sur le chat, qui est une question que je trouve intéressante. Est-ce que quand tu arrives aux limites du no-code, je te lis la question telle quelle et puis après je te laisse l'interpréter. Est-ce que quand tu arrives aux limites du no-code et que tu passes au code, tu ne regrettes pas tout le temps que tu as passé du coup justement sur le no-code qui du coup t'a peut-être fait perdre du temps avant d'avoir un produit un peu plus solide? Il faudrait que je revienne dans 6 mois pour répondre à cette question. Non, plus sérieusement, je crois pas. Je crois pas parce qu'entre le premier produit qu'on a créé en no-code et le produit qu'on a aujourd'hui, il y a un nombre de trucs qui ont bougé qui est énormissime. Et donc, ce qui fait que tout ce temps-là, en fait, c'est du temps qui a été gagné à faire de la refacto de manière ultra agile, en bougeant des modules avec un clic gauche, et qui aurait été beaucoup plus lourd en dev, probablement, tu vois, de faire cette refacto complète de tout le code, etc. Et donc, non, pour moi, c'est du temps, c'est plus du temps gagné que du temps perdu. En revanche, dans la question, je pense que le vrai sujet, c'est quel est le bon moment pour basculer, et où justement, de se dire, en fait, c'est 6 mois de plus. En revanche, ils m'ont fait perdre du temps parce que j'aurais démarré mon code 6 mois plus tôt. Là, pour le coup, j'aurais gagné du temps, mais j'ai l'impression que le bon moment où il faut s'arrêter, c'est quand tu as l'impression que ton produit, ton data model, les services que tu appelles, etc., ça bouge plus beaucoup. Et ça commence à être assez figé. Et quand tu démarres un nouveau client, quand tu signes un nouveau client, tu as l'impression d'avoir répondu à ses besoins à 95%, que tu n'as pas des nouveaux trucs, des machins. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas encore au stade où 100% des besoins des nouveaux clients sont couverts par ce qu'on fait. Et donc, on continue à apprendre. Je peux te prendre un exemple tout bête, mais là, on démarre un client qui est international, enfin qui est européen. Et donc, il faut être capable de gérer du multilingue. Il faut être capable de gérer des expéditions partout en Europe. Il faut être capable de gérer des flux de TVA qui sont différents en fonction du pays de l'acheteur, du pays du vendeur, etc. Et donc, ça, à intégrer en no-code, c'est déjà pas simple. Mais intégrer en dev, c'est quand même une refacto qui est ultra lourde. Voilà. Alors attends, parce qu'il y a plein de choses intéressantes que tu as évoquées. Déjà, le premier point, de ce que je comprends dans ce que tu dis, le no-code aujourd'hui ne vous sert pas que à automatiser des tâches. Tu vois, parce qu'au début, tu nous parlais beaucoup de la création des factures qui se faisait à la main, beaucoup de choses où c'était à vous de faire des clics dans Slack pour que les élections se déclenchent de l'autre côté. Donc tu vois, moi j'avais cette image de, en fait, petit à petit, vous avez fluidifié le process pour que tu aies de moins en moins de choses à faire à la main. Mais de ce que je comprends, de ce que tu viens de dire, en fait, il y a aussi une notion de création de features, création de valeur, au-delà de simplement vous faire gagner du temps. Complètement. Un outil no-code qu'on n'évoque pas comme un outil no-code, mais qui est pourtant un outil largement utilisé par beaucoup d'e-commerçants, c'est Shopify. Shopify, en fait, quand tu réfléchis, c'est un outil no-code. Alors, je crois que c'est dans la famille du low-code. Du low-code, ok. Ah ouais, ok. Parce que tu peux coder avec Shopify. Tu peux coder dedans, c'est vrai. D'ailleurs, on code un peu dedans. Et tu vois, typiquement, nous, sur Shopify, on l'utilise beaucoup pour, en effet, avoir un front qui est propre et pour développer ces nouvelles features, etc. Okay. D'accord, donc c'est pas uniquement de streamliner des choses, il y a aussi une création de choses directement. Ouais, c'est 100% notre core product et 100% en no-code, low-code, y compris toutes les interfaces en front, complètement. Ce que je trouve intéressant, alors je sais pas si c'est sous la forme d'une question ou d'un conseil ou d'un retour d'expérience, mais prends-le comme tu veux, mais tu vois, moi il y a un truc que j'ai appris à mesure que je vieillissais dans ce métier de la tech, c'est que quand j'étais jeune et que j'ai commencé, quand on me demandait de faire un truc, je codais tout. Je voulais tout coder. C'est-à-dire que je codais l'intégralité de la features de A à Z. Et avec le temps, j'ai appris qu'en fait, faut se concentrer sur ce qui a de la valeur et qu'il y a des tas de trucs, qu'il y a des services annexes qui font très bien et autant ne pas s'emmerder. Et tu vois, quand tu évoquais tout à l'heure tes sujets logistiques, te dire que si tu as un vendeur au Portugal et un acheteur en Angleterre, du coup, c'est des systèmes de TVA, tout des trucs différents. Ça, effectivement, à coder, c'est une tannée. Mais du coup, la question, c'est est-ce que c'est nécessaire de le coder ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas passer par des services externes qui font ça très bien ? Tu vas sous-traiter une partie des trucs avant d'envisager de pouvoir le coder. Et tu vois, il faut faire attention de se dire que
aujourd'hui, tu es en no-code et donc tu fais de la connexion d'API à outrance. Ouais. Faut faire attention, je pense, quand tu passes à du dev, à pas faire un changement de braquet trop drastique et de te dire maintenant on fait plus d'API. On envoie nos emails marketing, Nous-mêmes. newsletter nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes, on processe le paiement nous-mêmes. Enfin, tu vois, faut garder quand même cette idée de se dire il y a des gens qui ont une expertise technique, il faut en profiter, il faut s'appuyer dessus, quoi. Tu vois, les API, ça reste quand même un truc formidable, quoi. Ouais. Bah, tu m'as coupé l'arbre sous le pied parce que j'allais parler du paiement. Tu vois, Ok. j'allais dire c'est rigolo, ce que tu évoques, ça fait vachement écho dans ma tête à tu vois, comment on transitionne progressivement, comment on transitionne sur les bons sujets. Peut-être qu'il y a en fait 20-30% de ce qu'on fait, 50%, je sais pas quel est le bon chiffre, qui va rester en no-code pendant 3 ans, 4 ans, parce que ça marche ultra bien. Et en effet, pas réinventer la machine à courber les bananes. Le paiement, on sait que, voilà, que Stripe ou MangoPay ou je ne sais quoi, ça marche ultra bien et à coder en interne, c'est une tannée sans nom. On sait que pour envoyer des emails, il y a des services qui le font très bien. Donc complètement aligné sur le fait que le code doit être quand même, de mon point de vue, centré sur ta core value, sur là où vraiment tu es un différenciant. Et après, si tu peux utiliser tous les services annexes du monde, quitte à ce que ça te coûte un peu plus cher. De toute façon, au début, sur des boîtes hyper early comme nous, la prio, c'est quand même ton chiffre d'affaires, ton nombre de clients. Et finalement, de perdre 3 points de marge à droite ou à gauche. Et donc du coup, tu parles de cette coexistence entre le code et le no-code. Donc du coup, ce que tu nous disais, c'est que tu as une proportion qui va peut-être rester de ton produit en no-code. Ouais. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, quand tu construis des scénarios ou des automatisations ou des modèles de données, tu penses déjà au mode en disant ça, je le mets dans un côté, tu vois, je le mets dans un scénario spécifique. Comme ça demain on peut le coder de son côté et c'est isolé du reste et du coup ça pourra peut prendre la place. Tu vois, tu essaies d'avoir déjà cette logique modulaire, on va dire. Ouais, complètement. Complètement, j'essaie à fond d'avoir cette logique modulaire. Alors aujourd'hui, j'ai le sentiment que, mais peut-être que là aussi j'aurais curieux d'avoir ton avis, mais qu'il y a une brique qui est une brique fondamentale, un peu d'infrastructure, de base de données, etc., qui, elle, est commune à tout le monde et qui doit être codée proprement, avec un data model qui est défini, etc. Et qu'ensuite, sur ce layer infra, base de données, etc., on va pouvoir venir plugger soit des solutions tech classiques, soit des outils no-code qui vont pouvoir venir taper dans l'API pour générer une facture, qui vont pouvoir peut-être faire demain un dashboard au service de mes marques pour que mes marques puissent suivre leur activité, savoir combien de produits elles ont vendus, etc. etc. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quand même ce layer-là qu'il faut réussir à poser en amont. Ouais. Oui, parce que la donnée, c'est effectivement l'élément le plus central en fait chez vous, quoi. Dans un autre truc que tu évoquais, juste, je l'ai perdu. Attends, c'était sur... juste, j'ai perdu ma question. C'était sur un truc que tu avais évoqué plus haut, qui tu m'as fait penser en me parlant de tes données. Bon, ça reviendra peut-être. Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme... bon, les avantages, on s'en doute, hein, ce que tu as vu, c'est que tu as le temps que tu as gagné là-dessus. Si, j'ai retrouvé. Tu nous disais que quand tu parlais de la limite tout à l'heure, donc aujourd'hui tu es à 100 commandes par jour, pour toi ce sera ta limite. Mais en filigrane, tout à l'heure tu as évoqué un autre truc, c'est au final le jour où ton ICP peut se créer son compte et commencer à produire des choses sans aucune intervention humaine, donc l'ICP, le Ideal Customer Profile, donc il met une marque de fringues qui est dans ton range de clients, qui peut se créer son compte toute seule sur ton truc, s'installer son machin, de toute façon que tu fasses rien. Est-ce que du coup c'est ça pour toi le jour où tu te dis ok, donc là ma situation elle est figée, elle fonctionne bien, pardon, j'ai plus besoin d'intervenir, donc c'est le moment de la passer en code. C'est un ultra bon indicateur, j'aime beaucoup, j'adore. En effet, quand les marques sont autonomes dans la création de leur interface, de leur offre de seconde main, et que comme aujourd'hui l'onboarding il est manuel, moi je joue un peu ce rôle d'adapteur entre ce que la marque veut et ce qu'on propose, et donc je comble les trous. Et en effet, là où tu as raison, c'est quand tu as ton produit sur étagère et que les gens peuvent l'utiliser, pour moi c'est là où on veut aller, c'est avoir ce produit qui
répondent parfaitement aux besoins des marques en autonomie. Ouais. Ok. Donc du coup, je reprends la question que j'avais commencé à poser avant que la question d'avant me revienne. Pour toi, du coup, aujourd'hui, les limites que tu vois sur le no-code, donc on a ce palier que tu te fixes de dire quand j'arriverai là, je passerai sur du code. Mais la question, c'est est-ce que pour toi, la limite du no-code, elle est bien... Enfin, tu vois, à quel moment tu la positionnes, toi, de ta perception aujourd'hui ? Ouais. C'est intéressant parce que j'ai un peu préparé notre discussion quand même, j'ai un peu réfléchi à tout ça et donc ça m'a fait vachement réfléchir et j'ai le sentiment qu'en fait le vrai sujet c'est le sujet d'expertise, c'est qu'on est capable de trouver sur le marché des profils de CTO, de lead dev, etc. qui savent scaler un produit avec des milliers de transactions, des millions d'utilisateurs, etc. Et que les bonnes pratiques sont éprouvées, qu'on les connaît, etc. Et donc, il y a ce côté ultra rassurant à un moment de passer en dev classique, c'est de se dire, un, il y a des profils, et deux, les bonnes pratiques, elles ont été éprouvées pendant 10 ans par d'autres boîtes, etc. Alors qu'en no code, on n'a pas encore cette maturité-là. Et donc, non seulement il y a probablement une croyance limitante qui est de se dire mais en fait ça marchera pas parce qu'on n'a jamais démontré que ça marchait, alors que peut-être ça marcherait très bien, et en plus c'est difficile de trouver sur le marché quelqu'un qui va te dire en fait j'ai 8 ans d'expérience en no-code, moi dans ma précédente boîte j'ai monté un produit avec 10 millions d'utilisateurs, machin truc, et donc il y a vachement ce sujet de la compétence qui fait qu'à un moment moi j'ai le sentiment qu'il faut basculer, enfin, en tout cas que c'est pertinent de basculer pour ces raisons-là. Ouais, donc il y a un facteur très, très humain, du coup, en fait, dans ce que tu évoques comme limite. Ouais, pour moi, probablement que c'est un facteur très humain. Et c'est là que le podcast de Thomas d'Allegria, il est ultra pertinent. Et donc, ce qu'il construit, c'est extrêmement intéressant. Parce que probablement, en tout cas, je lui souhaite, mais que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura des gens sur le marché qui te diront, ben non, mais moi, j'ai monté... J'étais CTO no-code d'une boîte, j'ai monté un produit avec des millions d'utilisateurs, on sait faire, ça me fait pas peur, voilà les bonnes pratiques, machin truc. Ouais. C'est marrant ce rapport à la volumétrie, en fait. Alors, je dis pas ça par rapport à toi, mais parce qu'en fait, c'est un sujet qu'on entend très souvent. J'en parlais avec... je suis en train de préparer un autre épisode sur ce qu'on appelle les boring tech. Donc faire de la tech parfois ennuyeuse. Ouais. Et on avait cette discussion avec ce futur invité sur le sujet de... parfois, en fait, on se met des contraintes techniques en mode il faut que mon service tienne quand j'aurai 1 million d'utilisateurs connectés en même temps. Ouais. Sauf que 1 million d'utilisateurs connectés en même temps, statistiquement, on les a jamais, en fait. Il y a très peu de boîtes qui ont ce genre de problématique en réalité. Et tu vois, tu parles effectivement de cette notion de volume de commandes et compagnie. En fait, un outil qui soit un outil en code classique ou en no-code, les volumétries, ils savent gérer, à moins d'être vraiment sur des volumétries qui sont astronomiques, qui sont à l'échelle de quelques acteurs aujourd'hui dans le monde. Ouais. Et donc, pour qui la question ne se pose pas, parce qu'ils ont forcément des environnements spécifiques. Ouais. Mais en fait, moi, je pense que la volumétrie, elle est appréciable, non, elle est praticable, en fait, sur tout type d'outils et de produits. Il faut juste, effectivement, peut-être avoir un niveau d'expertise suffisant pour pouvoir le traiter. Ouais. Mais en fait, ouais, c'est ça, on revient à un sujet humain, en fait. Complètement. Je suis d'accord, donc il y a ce sujet humain, et il y a deux trucs qu'on évoquait un peu tout à l'heure, qui est le sujet de la maintenance, du versionning, du déploiement, etc., qui, de mon point de vue, pose problème quand tu as des niveaux de volumétrie qui deviennent importants, parce que tu peux pas te permettre de poser ta stack pendant 2 heures pour tester les trucs, etc. Donc il y a aussi peut-être ce sujet-là, mais qui va finir par être craqué. Hein, Non, mais c'est intéressant. Moi, c'est effectivement des sujets que je me pose assez peu. Moi, tu vois, j'ai automatisé beaucoup de choses sur mon podcast. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai pas un besoin... je dirais pas que j'ai atteint le plafond de ce que j'ai besoin de faire, parce que je m'amuse à faire des trucs régulièrement sur mon podcast. Mais tu vois, petit à petit, je sens que c'est arrivé à un truc où ça ronronne, ça me va. En fait, j'ai pas besoin forcément de le pousser plus loin. Mais j'entends effectivement cette notion de...
de versioning, du pouvoir de tester, c'est quelques aspects limitants. Tu peux avoir en plus un bug sur un scénario parce que tu as un cas particulier qui arrive qui du coup interrompt ton scénario et l'éteint pour les peut-être 4000 personnes qui passent derrière. Exactement. Ce qui effectivement est assez gênant et c'est difficile de rejouer les trucs. Donc il y a un côté effectivement très... tout est en prod. Soit ça n'existe pas, soit c'est en prod. Il n'y a pas l'intermédiaire. Exactement, tu as tout compris. C'est exactement ça. Et après, tu peux t'amuser à resimuler du staging avec du make, etc. Mais honnêtement, pour m'y être un peu frotté, c'est quand même un sacré beans parce que t'as pas comme en dev la possibilité de répliquer facilement les environnements, etc. Donc c'est quand même très 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 manuel, très lourd. Donc, mais voilà, c'est ce qu'on disait. Je pense que les acteurs vont finir par y arriver sur ce cas. Ils l'ont en tête, c'est sûr. En 6 mois d'apprentissage sur ces technos-là, qu'est-ce que tu ferais déjà différemment aujourd'hui versus ce que tu faisais à l'époque? De manière hyper concrète, c'est bête, mais convention de nommage, bien nommer ses scénarios, commenter son truc, expliquer ce qu'on fait, documenter, etc. Je le referai mieux parce que je suis en train de rattraper la legacy, mais bon, il y avait du retard. Ça. 2, ce dont tu m'avais parlé, cette histoire de pas empiler des milliers de modules avec une sorte de vanity metrics qui est de se dire ouais super, j'ai mon scénario qui fait 300 modules et plutôt de le découper en petits blocs indépendants. Ça, je trouve que c'est ultra pertinent. Et 3, celle-là, elle est un peu plus discutable, mais je suis pas sûr que j'aurais démarré sur Airtable. Okay. Tu vois, de manière ultra concrète. Et tu vois, je serais peut-être passé par un Supabase, qui est pas hyper connu d'ailleurs, j'ai été surpris, mais qui est vraiment que j'aime beaucoup. En fait, j'ai essayé de mettre les mains dans AWS, et pour un non-tech, c'est ultra... Enfin, il y a un niveau de paramétrage où il y a un mot sur 2 que tu comprends pas. Donc je l'ai assez vite laissé de côté. Du coup, je suis tombé sur Supabase, qui permet justement de créer des bases de données... qui est beaucoup plus intelligible et qui est surtout beaucoup moins limité parce que c'était une de mes questions, c'est que je m'étais noté parce que Airtable, je crois que dans la version payante la plus élevée, tu es limité à 5000 enregistrements. Peut-être 5, je crois que c'est 50 000. Ah, c'est 50 000, ok. Mais ça reste peu au final. Ça reste très peu, notamment nous aujourd'hui on est limité parce qu'on aimerait bien passer sur une logique d'event. Et en fait, si tu décides de stocker tous les events qui ont lieu sur une commande ou sur une transaction, très vite, les 50 000, tu les as en une semaine. Quoi. Ouais, ça va ultra vite. Et donc Airtable, là-dessus, il y a ce sujet de limitation de volumétrie, il y a le sujet de l'authentification qu'Airtable ne gère pas bien. Donc moi, si demain, je veux créer un compte pour ma marque, pour que ma marque elle puisse accéder à ses chiffres, etc., de manière sécurisée, je ne sais pas le faire avec Airtable. Après, encore une fois, je ne dis pas que je détiens la science, mais voilà, donc peut-être que si j'avais des choses à changer, ce serait ça. Ce serait des modules plus petits, des conventions de nommage et passer du temps à, tu l'évoquais, mais à cleaner un peu plus la dette technique au fil de l'eau. Et 3, peut-être Airtable que je laisserai de côté, quitte à passer sur du Supabase directement. Ok. Voilà. Et du coup, et la partie plus morcelée versus... Alors, tu parlais aussi de la partie commentaire tout à l'heure. Ouais. Tu restes le seul à intervenir sur toutes ces automatisations et scénarios? Oui. Ou ton cofondateur, il touche pas du tout? Non, mon cofondateur, il y touche très peu. Et d'ailleurs, je pense que comme j'ai pas été hyper assidu dans commenter mon code, etc., il y aurait un petit ramp-up pour qu'il remette les mains dedans. Ok. Vous êtes encore que 2 sur le projet? Ouais, on a quelqu'un qui nous a rejoint en stage là récemment sur des fonctions plus communication. On a quelqu'un qui arrive dans 3 jours. Donc l'équipe s'agrandit, mais en effet pour l'instant on est en équipe ultra réduite. C'est d'ailleurs aussi, je pense, un des challenges de toutes ces solutions no-code, etc., c'est que toutes les fonctionnalités de collaboration, notamment sur Make que tu connais probablement, elles sont genre ultra chères. Ouais. Et le plan où tu gères des permissions, des rôles, etc., ça fait passer ils appellent ça des opérations Make, mais ton opération, ça multiplie son prix par 4. Donc c'est pas neutre, il y a des enjeux de coût à un moment aussi. Ouais. Est-ce que tu as fait un ensemble de... Parce que du coup, maintenant, tu es plus efficace en automatisation, mais en même temps, tu en fais beaucoup plus.
au final. Et est-ce que tu as déjà fait un calcul du coup que tout ça te représente par commande Ouais. il y a 3 mois versus aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à dire si ton expertise t'a permis de faire baisser ce coût-là ou au contraire t'as explosé parce qu'en fait t'as plus de services connectés? Ouais, réponse 2. On a explosé parce que, comme je te disais, quand on a démarré, il y avait quand même beaucoup de tâches où c'était Bibi qui faisait les factures et donc aujourd'hui c'est Mec qui les fait pour moi. Donc on a beaucoup plus de services connectés. Honnêtement, c'est pas quelque chose sur lequel je mets beaucoup d'énergie. Nous, notre prio, c'est vraiment s'assurer qu'on a trouvé le bon produit, le bon marché, signer des clients et optimiser notre marge opérationnelle en allant chercher 10 opérations par jour. Pour l'instant, c'est pas trop un focus. Ça le sera peut-être un jour. Ouais. Mais donc du coup, ça, ton abonnement chez Mec a explosé sur ces premiers mois? Ouais, tout à fait. Ouais. On a les coûts, pour le coup, toutes ces solutions de no-code en fait ont un coût qui est loin d'être neutre quand tu les additionnes les unes aux autres. Donc voilà, au détriment de la vitesse, tu as des coûts qui sont importants. Après, voilà, j'insiste là-dessus, mais sur des boîtes qui sont early, il y a quand même, de mon point de vue, il y a peu de boîtes qui sont très focus sur les 6 premiers mois, sur leur marge opérationnelle. Ouais. Puis après, c'est aussi à mettre dans la balance avec le coût de recruter un ou une développeuse, plus un hébergement chez AWS, versus quelques centaines d'euros dépensés par mois sur Mec. Ouais, complètement. A priori, tu es encore... sauf si tu es déjà à plusieurs milliers dépensés chez Mec, mais... non, c'est pas le cas encore. C'est pas encore le cas. Ok. Du coup, est-ce que c'est vrai qu'il faut qu'on se revoie dans... Tu penses qu'on se revoit dans combien de temps pour parler du moment où tu as commencé à mettre du code dans tout ça? Bah écoute, le plus vite possible, on est en train de regarder pour voir si on se finance et auquel cas si on se finance, probablement recruter un CTO ou un lead dev, parce que là on commence à avoir quand même une compréhension qui est bonne du produit, ou en tout cas sur 80% du truc. Donc si tout ça se fait, je pense que dans 6 mois, on aura commencé à avoir une bonne partie de notre core proposition qui est codé. Donc, et donc, on aura pris les learnings sur ce que ça nous a apporté, sur les inconvénients. Et est-ce que... tu vois, je me dis que tu as quand même un risque, c'est de connaître une frustration quand tu commenceras à passer à du dev. C'est que vous avez réussi à mettre en ligne un produit en 15 jours. Moi, je trouve ça quand même ouf, tu vois. Si tu demandes à un dev de mettre en prod ce qu'il aura codé les 15 premiers jours, tu risques d'être déçu, tu vois, par le rendu. Tu vois, tu te diras, bah putain, en 15 jours, moi j'ai fait plus alors que je suis pas dev. Ouais, il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a plusieurs choses là-dessus. Il y a j'ai quand même bossé dans ces environs. J'ai quand même bossé dans des équipes produits, donc je suis conscient que les temps de développement sont plus longs, surtout quand justement tu as les enjeux de volumétrie, tu as les enjeux de sécurisation, tu as les enjeux de dette technique. Tu vois, on a aussi lancé notre produit en 15 jours parce que je ne me suis pas encombré de coder mon truc, de commenter mon code, de mettre des conventions de nommage, de cleaner, de passer le balai tous les soirs, etc. Donc ce qui a permis d'aller très vite, mais ça a aussi des inconvénients. Donc j'en suis bien conscient que quand tu crées un produit qui est plus robuste, ça prend bien entendu plus de temps. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a sûrement des tas de devs dans commentaires qui me diront que j'exagère, mais en vrai, je pense pas que beaucoup de devs commentent leur code les 15 premiers jours aussi. Après... Ouais, bah écoute, je suis pas capable de te répondre, mais tu le sais mieux que moi. Ouais, bah ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est... moi, je suis vachement... je mets de plus en plus en... Enfin, je me questionne de plus en plus sur toutes ces méthodologies agiles, sur... quand tu vois des boîtes avec des centaines et des centaines et des centaines de devs, moi ça m'interroge de plus en plus. Donc voilà, c'est des sujets qui me passionnent pour le coup, tous ces sujets d'organisation produit tech. Je pense honnêtement, là, je pense que en tout cas il y a peut-être des gens qui vont réagir en commentaire, mais je pense honnêtement que là où sur des organisations agiles comme on peut les connaître, avec des product managers, des tech, etc., il y a peut-être des trucs à repenser justement avec tous ces usages du no-code qui sont en train de sortir de terre, qui vont permettre
tu vois, de gagner vachement en speed sur tout ce qui est non-core, sur ce que tu appelais le boring, boring tech. Boring tech, etc. Donc, tu vois, est-ce qu'en mixant tous ces outils et tous ces trucs, tu peux pas faire quelque chose qui va potentiellement 2 fois, 3 fois plus vite? Je sais pas quel est le bon chiffre, mais bon, c'est des questions que j'espère qu'on aura à se poser, mais c'est parce que c'est des bonnes questions, mais j'ai l'impression que c'est un vrai challenge. Ouais. Top. Écoute, merci beaucoup pour ces premiers échanges. Ouais. N'hésitez pas à contacter Vincent si vous avez des idées sur les meilleurs moyens de faire coexister comme ça une partie code ou une partie no code. Avant de terminer, j'aurais une question pour toi, une des questions rituelles du podcast FTTD. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs, tech ou non tech, de tout type de format? Ouais, je vais prendre le parti du non-tech. Donc, Noply, c'est... on est une solution qui permet de démocratiser la seconde main. Voilà, donc au-delà de ma passion pour le no-code, avec Max, mon associé, je pense qu'on a aussi une sensibilisation aux sujets environnementaux, etc. Et moi, un reportage que j'ai beaucoup aimé pour des non-initiés, c'est un reportage d'Arte sur la vie de nos vêtements. Sur la vie de nos vêtements et comprendre comment nos vêtements où nos vêtements finissent. Voilà, ça donnera, je l'espère du moins, envie aux auditeurs de peut-être un peu plus consommer en seconde main. Voilà, chez Noply ou chez d'autres. En tout cas, j'espère chez nous. Ok, top. Et merci beaucoup Vincent pour cette discussion. Avec grand plaisir, merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Donc voilà, si vous voyez des solutions de seconde main sur des marques de vêtements, vous le saurez maintenant. Il y a beaucoup de no-code derrière. Ce sera l'occasion pour vous de tester, de voir à quel point ça fonctionne. N'hésitez pas à aller creuser ces solutions no-code. C'est vraiment super, super intéressant. Et effectivement, comme le dit Vincent, ça peut coexister avec le dev de manière tout à fait intéressante. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de partager ce podcast toujours autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.